Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré toujours sur ce phénomène magique de l'ère de l'Égypte ancienne et quand même pour aborder ce sujet qui est la tombée perpendiculaire des rayons du soleil sur le temple de Karnak à Luxor, marquant le début de l'été. Pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Manal Mourad, qui est égyptologue. Bonjour. Bonjour Sam, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, premièrement, quand on parle de ce phénomène, un phénomène unique propre à la civilisation de l'Égypte ancienne, comment le voyez-vous et son impact, sa valeur pour les anciens Égyptiens? Oui, tout d'abord, il faut qu'on fasse une toute petite préambule, que l'ancien Égyptien était très influencé par tout phénomène de la nature. Le lever du soleil, le coucher de soleil, ça n'avait pas seulement le sens du temps ou bien le premier calendrier inventé au monde par Imhotep, 2800 avant le Christ. C'est pas seulement ça. Pour lui, on est dans un cycle. Pour lui, c'est la vie qu'il a vue avec ses dimensions tripartites. Donc, il voyait que le monde est ciel-terre et sous-terre. Donc, le temple incarne le monde médiane, le monde de terre, donc un microcosmos. Donc un temple n'est pas à comparer avec une synagogue, ni avec une mosquée, ni avec une église. Un temple égyptien, c'est un édifice fonctionnel, donc elle fonctionne dans tous les points de vue. C'est-à-dire, elle est vivante, c'est une maison où le Dieu habite, mais en même temps, c'est une université, c'est une ruche d'abeilles, c'est beaucoup de choses. Les rayons de soleil, quand ça traverse le temple, ça veut dire que la vie traverse la maison éternelle. Ça veut dire que la vie existe, la lumière existe sur le microcosmos. Donc toute une étude d'une géniosité extraordinaire concernant l'axe principal d'un temple, que ce soit par rapport au solstice d'hiver ou au solstice d'été, comme c'est le cas pour le temple de Karnak, ou bien par rapport à d'autres dates, ou par rapport à une constellation. Donc, quand on visite un temple, il ne faut pas du tout le comparer avec nos édifices actuels religieux. Oui. Quand on parle de la science de l'astrologie en Égypte ancienne, on parle de plusieurs signaux qui le marquent, surtout avec le ciel, le plafond du temple de Dendera qui a été transféré au Louvre. Alors, si vous pouvez nous élucider là-dessus, parce qu'on parle toujours que, par exemple, quand on parle des constellations et de l'étude de l'astrologie, on parle toujours que les Grecs étaient les pionniers, pas les anciens Égyptiens. Ah non, loin, avant les Grecs, les anciens Égyptiens et les Assyriens aussi ont énormément évolué en astronomie. L'Égyptien était très obsédé par le ciel, c'est une partie de sa vie. Oui. Si vous m'avez bien entendu, oui, certainement. Le monde était pour lui pas seulement ce qu'on vit sur Terre. Oui. Et déjà, c'est symbolisé dans tous ses actes. Même le ciel était très présenté, même dans sa tombe. Vous voyez, la déesse Nout et la traversée du ciel, etc. Donc, il observait le ciel, il connaissait Mars, il connaissait beaucoup de constellations comme la Grande Ourse, il y a beaucoup de notions sur la Voie lactée, sur beaucoup d'étoiles, et il connaissait beaucoup de zodiaques comme on l'entend aujourd'hui, les Jumeaux, Cancer, Lion, Taureau, etc. Oui. Et avec les Assyriens, les Égyptiens quand même, ils ont très bien compris ce sujet astronomique et ils contemplaient le ciel. Mais est-ce qu'ils avaient des instruments très sophistiqués comme ceux qu'on possède aujourd'hui? Des télescopes? Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas beaucoup sur leurs astronomies astronomiques. L'observation du ciel se faisait avec des instruments très rudimentaires, comme le merhit, des instruments qui étaient trouvés dans les tombeaux des astronomes de l'époque, mais on ne connaît pas plus. Encore, c'est un sujet à se faire dévoiler. Il y a quelques Allemands qui travaillent actuellement, il y a l'école allemande qui travaille énormément sur l'astronomie de l'Égypte de l'Antiquité, mais on n'a pas abouti à une connaissance encore très élaborée.
Oui, même quand on parle des grandes pyramides, ils sont situés, positionnés de la même façon que des constellations célestaux quand même qu'ils reflètent quand même. Ah, ça c'est encore un grand sujet. Le Ouais, positionnement des trois pyramides de Gizeh, on croit que c'est la ceinture Orion. Vous savez, Orion, c'était Osiris. oui, Osiris, une constellation qui était pour les anciens Égyptiens, Osiris céleste. Parce oui, qu'Osiris n'était pas seulement le dieu de la mort, comme la plupart des gens le connaissent. Osiris, c'est tout un culte, c'est le dieu de la vie, de la mort, c'est un oui, dieu fils du ciel et de la terre. Il est fils de Nout et de Jeb. oui, Donc le roi doit se manifester comme un Osiris, quelque part, même après sa mort. oui, Donc les pyramides, tombeaux funéraires sont très intrigantes d'ailleurs, le positionnement de ces pyramides, et ça dévoile dans le temps de cette construction-là, quand on recule avec le calendrier égyptien et on recule avec notre calendrier actuel, on est dans les années 2006-2005 avant Christ, avec une constellation Orion qui se positionne de cette façon-là dans le ciel de l'Égypte. Et ces trois pyramides, c'est vrai, ça souligne la ceinture Orion. Et n'oubliez pas les pyramides satellites. Il y a trois autres petites pyramides à côté de Khéops, trois autres petites pyramides à côté de Mykérinos, situées chaque fois différemment. La première fois à côté de Khéops à l'est, concernant la pyramide de Hatshepsut, sa maman, sa femme et sa fille. L'autre côté, à Mykérinos, c'était au sud. Donc on a 9 étoiles positionnées architecturalement parlant sur Terre. Et ça, c'est encore un autre domaine de manifester le ciel analogiquement sur Terre. certes, certes. De retour au temple de Luxor ou au complexe de temple de Luxor qui regorge de fascination, je dirais. Oui, vous avez raison. C'est une fascination extraordinaire parce que le soleil traverse le temple jusqu'au sein des saints pour dévoiler l'existence absolue du dieu lumière qui est Amon-Ra, et puis dans une date précise, et c'était une fête hallucinante. Tous les Égyptiens qui parlaient de ce phénomène, etc. N'oublie pas que la lumière Ra, ou le soleil Ra, avait un culte aussi très sophistiqué et très important dans l'Égypte de l'Antiquité. Oui, certainement. Quand on parle de ce phénomène, on le connaît plus sur le temple d'Abou Simbel avec l'illumination du visage de la statue de Ramsès II. Oui, vous voyez, par exemple, votre question, Samah, votre remarque, votre note, voilà, nous amène sur encore une autre connaissance. Oui. Quelle géniosité, à l'époque, 1300 avant le Christ, à l'époque de Ramsès II, Sa Majesté le roi, de positionner encore l'axe du temple, pas seulement vis-à-vis du solstice d'été ou du solstice d'hiver, mais par rapport à la naissance du roi et l'avènement du roi. Le jour de son avènement et le jour de sa naissance, le 21 février et le 21 octobre, qui était décalé plus tard pour 24 heures par rapport au sauvetage du temple. Encore une fois, une manifestation architecturale qui incarne un savoir astronomique extraordinaire. S'il vous plaît, permettez-moi de vous dire, il n'y avait pas, par exemple, un architecte qui n'est pas astronome dans l'Égypte de l'Antiquité. Il n'y avait pas un médecin qui n'était pas mathématicien. Donc aujourd'hui, dans notre civilisation qui est totalement contraire, on invite les gens à se spécialiser, à se limiter. Tandis que dans l'Égypte de l'Antiquité, le savoir était beaucoup plus immense, beaucoup plus en éventail. Donc cette connaissance-là permettait d'aller au-delà. Vous voyez, aller au-delà de l'architecture, au-delà de la médecine. Par exemple, on avait une mathématicienne qui a inventé une prothèse. Elle n'était pas un médecin. Donc, vous voyez, et elle est devenue médecin mathématicienne. Donc, vous avez les gens de l'Égypte de l'Antiquité qui avaient une connaissance en éventail, une connaissance énorme, et c'est incroyable. Permettez-moi de mentionner Imhotep, qui était à la fois astronome, mathématicien, médecin, un prêtre, un grand prêtre, le premier vizir, un homme de finance,
premier vizir, c'est-à-dire premier ministre de l'Égypte, ainsi de suite. Donc voilà ce que l'Égypte de l'Antiquité incarne comme savoir. Donc incitant les enfants ou actuellement les gens de savoir encore plus au-delà de leur savoir actuel. Oui, certainement. Imhotep a son musée à la nécropole de Saqqara, si je ne me trompe pas. Exact, c'est un nouveau musée très sophistiqué, très élégant et qui incarne beaucoup de choses de son savoir à Saqqara. Première pyramide à degrés, premier calendrier solaire que l'Égypte offre au monde en inventant le temps. Ben, l'Égyptien, il a inventé le temps 2778 avant Jésus-Christ. Oui, certainement, certainement. De retour à ce phénomène, je dirais vraiment époustouflant quand on contemple l'avancée de science et de technologie des anciens Égyptiens. Ça vraiment, ça me choque. En bref, ça me choque. Oui, ça nous surprend, c'est vrai. C'est parce que les Égyptiens étaient à l'écoute de la nature. Aussi, ils ne faisaient pas passer n'importe quel phénomène comme ça. Il y avait des études derrière. Il y avait cette science très élaborée de mathématiciens, d'astronomes, etc., de calcul, pour une idée incroyable, religieuse, Oui. qu'on appartient au monde tripartite, qu'on appartient tous à ce monde de 3 dimensions, entre autres le ciel. Tous les Égyptiens croyaient, en tant que peuple, qu'ils appartenaient au ciel. Et puis pour une raison X ou Y, ils sont descendus sur terre et ils vont revenir sur le ciel. Donc quelque part, ils vont de nouveau épouser ce monde de lumière dans le ventre incroyable de nous. Donc tout le monde travaille là-dessus, tout le monde travaille pour gagner ce ciel de nouveau, sur le plan moral, sur le plan scientifique, sur le plan travail. Même un simple travailleur était très conscient parce qu'il y avait la loi de Maat, la loi de la justice, la loi du sens du juste, intègre, de l'équité. Même un simple paysan qui travaillait la terre, il travaillait avec cette conscience-là. Donc n'oublie pas que le grand savant Brist d'Américain a dit, sur cette terre, la conscience humaine, elle a commencé d'exister. Et moi, je trouve que la science aussi a commencé d'exister sur cette terre très très tôt, même depuis les époques préhistoriques. On a la civilisation de Merem de Bani Salam, la civilisation de Nagada, etc. Des essais incroyables depuis 9000 ans avant le Christ pour embellir le monde, pour embellir la vie, pour faciliter la vie, pour connaître encore plus sur la vie. Donc depuis 9000 ans avant Jésus-Christ, pas seulement 5000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu l'Égyptien sur cette terre qui essaye d'élaborer sa connaissance, de connaître encore plus pour aller vers une science incroyable. Certainement, certainement, Dr Manal Mourad. Nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes égyptologue et guide touristique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens de la part de toute notre équipe à vous souhaiter de passer toujours les moments les plus agréables sur Nile TV International. Au revoir.